Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde de l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, je reçois Marie-Claude Savard. Bonjour Marie-Claude, comment ça va? Allô Amélie, ça va bien, très bien. Et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs qui ne te connaîtraient pas ailleurs dans le Canada. Alors, tu es animatrice, journaliste, chroniqueuse et auteure. Tu as remporté plein de prix dans ton domaine, dans le domaine des communications, alors artiste. Est-ce que tu as remporté des Gémeaux? Non, j'ai remporté un Métro Star. Donc, et à un moment donné, bon, ce trophée-là est devenu des artistes. Donc, un Métro Star et 5 artistes comme personnalité d'émissions de sport. Faut quand même le faire. Oui, quand même, parce que il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont été en nomination. Il y a Danielle Rainville qui a gagné dans les années 80-90. Puis ensuite, il y a eu un long creux. Donc, 6 trophées dans le domaine du sport pour une femme. 1, ça a fait jaser. Puis 2, c'est une grande fierté pour moi, c'est sûr. Et surtout une continuité comme ça à chaque année de le remporter, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, au fil des années, je pense que au départ, tout le monde disait, ben c'est les filles qui connaissent pas le sport qui votent pour Marie-Claude. Puis, quand j'ai quitté le domaine des sports 15 ans plus tard, je pense que tout le monde disait, bon, ben, tu sais, mission accomplie, j'y suis arrivée. Fait qu'à travers cette reconnaissance-là, j'ai fini par faire ma place aussi, là. Et là, tu animes Simplement Vedette à Canal Vie. Oui! Émission, je pense, qui te ressemble beaucoup, hein? Étonnamment, moi, j'avais été invitée à Simplement Vedette alors que c'était animé par Marie-Claude Barrette. Et j'étais là pour parler de mes états d'âme, ce que je fais dans l'écriture, ce que je fais dans la vie en général. Et Marie-Claude est partie de l'animation de cette émission-là à la 5e saison. Et donc, j'ai repris la 6e et la 7e année. Ça me ressemble parce qu'on se dit les vraies choses, parce qu'on s'ouvre, parce qu'on partage nos vulnérabilités. Dans le fond, c'est une série documentaire où on aborde un thème à travers le témoignage de 4 personnalités publiques, l'idée étant qu'on est tous pareils. Puis souvent, on a l'impression que les gens qui travaillent en communication, qui sont animateurs, ont la vie facile parce qu'on projette la bonne humeur, presque entre guillemets la performance, la perfection. Fait que des fois, ça fait du bien de tout simplement respirer profondément puis de se dire, ben non, on est tous pareils, on vit tous les mêmes choses. Et ces gens-là aussi, les personnalités publiques, sont très aptes à mettre le doigt sur leurs émotions. Donc, ça nous permet de pousser des fois un petit peu plus loin un thème, un sujet. Donc, c'est un beau cadeau de la vie que d'animer ça. Et tu co-animes avec François Morancier à la radio et tu rêvais depuis longtemps d'avoir une émission le midi. Mon Dieu, oui, parce que on dirait que toute ma vie, j'ai commencé à travailler en radio très jeune comme recherchiste très, très tôt le matin. Puis on dirait qu'une fois que la nuit t'a adopté, une fois que les petites heures du matin t'ont apprivoisé, ça devient difficile après ça de retrouver un rythme de vie normal. Donc, parce que peut-être les patrons savaient que j'étais capable de me lever très tôt le matin, ben j'ai fait une carrière d'émissions du matin, que ce soit à la radio, soit à la télévision, à Radio-Canada pendant un certain temps et aussi à TVA. Donc oui, c'était mon rêve de retrouver un équilibre dans mon horaire, de pouvoir développer mes amitiés, entretenir mes relations de couple, peut-être éventuellement fonder une famille. Donc j'avais besoin à un moment donné de me prioriser là-dedans. Puis après X nombre d'années, là, je pense que j'ai fait en tout et partout pas loin de 14 ans le matin. Fait que c'est à un moment donné, tu te dis, OK, c'est bon, là, je peux-tu travailler le midi? Je peux-tu travailler l'après-midi, le soir? Mais tu l'avais lancé dans l'univers parce que tu l'avais écrit dans 180 degrés, que tu voulais avoir une émission du midi à la radio. Oui. Et pas longtemps après, c'est arrivé. Oui, et pour ce faire, il a fallu que je fasse des choix difficiles où, pendant un certain temps, tu sais, quand je me suis réorientée dans ma carrière, on m'offrait des émissions du matin à un moment où j'étais vulnérable. Et il a fallu que je sois capable de dire non pour qu'un jour, on me demande de faire une émission du midi. C'est ça, des fois, qui est pas facile dans la vie, tu sais. Et tu as publié en 2011 Orpheline, qui a été vendue à 48 000 exemplaires, ce qui est beaucoup dans le domaine du livre. Ouais, ça, c'est une grande fierté, surtout venant d'une fille qui parle beaucoup dans la vie. Tu sais, quand on travaille en télé, en radio, ben c'est la parole. L'écriture, c'est autre chose. Et j'écrivais parce que forcément, aujourd'hui, bon, on écrit nos textes, nos textes de reportage, on écrit sur le web. Tout ça, j'avais quand même apprivoisé l'écriture, mais j'étais surtout une grande lectrice. Ça me fait plaisir d'ailleurs d'être à l'émission parce que je fais partie de ce club de lecteurs-lectrices qui apprécient le livre, qui en dévore, tu sais, puis ça a meublé ma vie vraiment depuis la tendre enfance. Donc, je savais pas si j'allais être capable d'écrire un livre. Et le deuil successif de mes parents m'a inspiré, faut croire, et le goût, le désir de raconter mon histoire. Ce qui fait que ça s'est bien fait pour moi, l'écriture. Il y en a qui souffrent beaucoup du syndrome de la page blanche, de stress, de « est-ce que je vais y arriver? » Moi, une fois que ça part, c'est de partir, par exemple. C'est
ça. Et c'est le fun parce que tu racontes justement la rencontre avec Joanne Gay qui t'avait approché il y a plusieurs années et finalement, c'est toi qui l'as rappelé plusieurs années plus tard. Oui, au moment où je travaillais à Salut Bonjour et que j'étais, si on veut, dans l'apogée de ma carrière de sport, Joanne Gay, qui était éditrice pour Libre Expression, d'une immense maison d'édition au Québec, m'approche pour me demander d'écrire un livre. C'était pas trop clair. Elle avait l'idée, l'instinct probablement de l'éditrice de dire, je pense que cette fille-là a quelque chose à écrire. C'est fou, hein, des fois, comment les rencontres se font. On dit souvent qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et mais un don pour ça, Joanne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher, puis les gens n'auraient jamais pensé écrire avant. Oui, puis ta voix pas venir, tu sais, à Joanne Gay, c'est une dame c'est une bonne vivante, une joviale, donc elle t'invite à luncher, tu t'en vas là, tu parles par jasance, puis à un moment donné, elle dit, je pense que t'as un livre, toi, dans toi. Oh mon Dieu, oui. C'est quasiment une responsabilité, tu sais, qu'elle te donne, hein? Et finalement, ben, c'était pas le bon moment. Quand on s'est rencontrés, c'était en 2005 à peu près. J'avais pas le temps d'écrire, pas le type d'horaire qui se prêtait à ça, j'avais pas l'inspiration non plus. Et des années plus tard, quand dans ma vie personnelle, j'ai vécu des épreuves et que je me suis rendu compte que j'avais le goût de le raconter, ben j'ai retrouvé son numéro de téléphone, je l'ai rappelé en espérant qu'elle se souvienne de moi, puis finalement, c'est cette belle histoire-là d'écriture qui a commencé avec elle. Et là, tu as publié récemment le magnifique ouvrage 180 virages d'une vie où tu racontes justement ton départ de Salut Bonjour parce que tu étais vraiment au sommet de ton métier à la télévision et tu as pris la décision pour ta santé mentale de te retirer pour prendre soin de toi puis d'avoir une vie un peu plus stable. Ce que je cherchais après, à l'âge de 40 ans, comme fille unique, j'avais perdu mon père, ma mère, un oncle aussi qui était décédé. Donc, j'avais fait face à la mortalité, à la douleur, à la difficulté, l'aspect un peu plus sombre de la vie, si on veut. Et il y a eu un décalage entre la personne que je suis devenue à travers ces épreuves-là, le désir que j'avais de profiter de la vie, d'être bien, et la vie que je menais, c'est-à-dire une vie à 100 km/h, stimulée comme ça se peut pas. J'avais l'impression d'être sur un tapis roulant puis de courir vers quelque chose que je voyais plus, que le tapis roulait de plus en plus vite. J'avais de moins en moins d'énergie pour maintenir la cadence et on m'en demandait de plus en plus. Je me sentais comme dans un cercle vicieux et je me suis dit, ça peut pas être ça la vie, non. Pas après avoir vu mes proches souffrir et mourir. Donc, le 180 degrés, c'est de faire stop. Je débarque du tapis roulant et maintenant, comment je peux faire pour vivre une vie plus équilibrée? Aujourd'hui, au terme de l'écriture du livre, je me rends compte que c'est pas autant dans les choix de travail, c'est pas autant dans les grandes démissions avec fracas, les grands changements qu'on trouve cette connexion-là. La morale, si on veut, du livre, c'est de dire ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais besoin de me nourrir d'abord et avant tout, comme personne, comme être humain, et que le reste après suivrait. Donc, c'est un peu l'idée de le partager parce que je me suis dit, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire, OK, j'économise pendant 1 an, je lâche mon emploi. Heureusement, les gens ont pas souvent à vivre des deuils successifs. Je me suis dit, ça prend pas nécessairement des grands chamboulements pour en arriver à la grande conclusion. Donc, pourquoi pas partager à travers le livre, ne serait-ce que pour rallumer une flamme quelque part à l'intérieur de quelqu'un sans qu'il soit obligé d'aller au bout de toutes les expériences que j'ai traversées. Est-ce que ça a été dur à écrire? Non, ça a été le livre le plus facile. Forcément, quand j'ai raconté Orpheline, ben je me replongeais dans des tristesses et des deuils. 180 degrés, ça venait du fond des tripes parce que le point d'ancrage de ce livre-là, c'est une expérience que j'ai faite dans le bois avec un chef amérindien. À un moment où j'étais en remise en question, je cherchais vraiment à m'enraciner, est arrivé par un concours de circonstances que je vous raconte dans le bouquin, la possibilité d'aller me retirer dans le bois avec Dominique Rankin, qui est un Algonquin de l'Abitibi qui habite maintenant dans les Laurentides, pas loin de Montréal. Et lui rencontre des gens puis leur fait vivre un peu la philosophie amérindienne. Et ça a changé ma vie. Pourquoi? Parce que j'étais mûre pour comprendre. Et ce qui a fait Dominique, comme le font si bien les Amérindiens, c'est de me proposer d'apprivoiser le silence, parce que c'est pas des gens qui parlent beaucoup. Ils n'ont pas la parole facile. Donc, j'ai passé 3 jours en contemplation dans la nature à me calmer, à me retrouver, à me sentir chez nous parmi les arbres, avec la terre, avec la nature, à comprendre c'est quoi un être humain, de quoi ça a besoin, comment on nourrit ça, cette bébite-là d'être humain qu'on étourdit beaucoup dans nos vies modernes. Et Dominique m'a fait vivre plusieurs expériences avec les bisons dans une tente de sudation, etc. Mais en bout de ligne, quand je suis repartie,
Il m'a dit, Marie-Claude, tout ce que tu as à faire dans la vie, c'est d'allumer ton feu sacré puis de le garder vivant. Ton feu sacré va te guider, va te rassurer, te réchauffer, va amener à toi les bonnes personnes parce que tout le monde veut s'agglomérer autour d'un feu de camp. Donc, il m'a dit, pars dans ta vie et ta seule responsabilité, c'est de te trouver du bois sec pour alimenter ton feu et le reste va suivre. Et ça a été le plus grand cadeau, la plus grande réalisation. Puis c'est ça le virage d'une vie. C'est exactement ça. Et je pense que collectivement, c'est le genre d'expérience ou c'est le genre de parole qu'on a besoin de se faire dire. Et ce qui est drôle dans l'ouvrage, c'est que ton chum, lui, il trouve ça tellement drôle, puis il est pas convaincu que tu vas passer les 3 jours là-bas, là. Ben non, j'ai jamais fait de camping, besoin d'un fer plat, d'une douche chaude tous les jours. Là, aller dans le bois, pas d'électricité, sortir pour aller à la salle de bain, c'est pas trop mon genre. Mais j'en avais besoin, tu sais, c'est la preuve que le vrai confort, le vrai bien-être vient pas du matériel. Puis ça, on a beau se le faire dire, puis on a beau étudier le lâcher prise, puis etc., puis faire de la croissance personnelle. À un moment donné, il faut se brancher sur quelque chose, il faut que ça connecte quelque part. Et donc, moi, j'avais besoin de me dépouiller, si on veut, de tout ça pour être capable de me recentrer. Puis ça a vraiment eu un effet bénéfique parce que Dieu sait que des expériences de croissance personnelle, j'en avais fait dans ma vie. Mais à ce moment-là, précis, j'ai compris, ça a cliqué. Puis ce que je tenais à raconter dans le livre, c'est après. Parce que souvent, je l'en lis beaucoup des livres comme ça, on arrive à une grande réalisation, puis on se dit « Mais qu'est-ce qu'ils font après? Ça marche-tu pour vrai dans les grandes décisions? » Fait que c'est la deuxième partie du bouquin, tu sais, qu'est-ce que ça change quand tu prends des décisions avec ton instinct, avec ton feu sacré? Est-ce que c'est possible de réussir? Puis c'est quoi aussi la réussite d'une vie? Est-ce que c'est vraiment le succès tel qu'on le conçoit, là, tu sais, qui est beaucoup dans la performance, dans la matérialité, etc. Fait que c'est l'expérience de vie que j'expérimente présentement. Et c'est beau de suivre aussi au niveau professionnel tous les petits trucs que tu as fait pour justement faire ce que tu voulais faire réellement, de bâtir tes propres projets avec Jean-Charles Lajoie. Vous avez parti la Taverne.tv, oui, qui finalement a vraiment bien fonctionné. Plein de gens voulaient embarquer dans le projet. C'est une expérience de vie de dire, OK, je prends le pari, puis je l'essaye. Donc, c'est un risque. C'est d'aller vers l'inconnu, vers une autre façon de faire les choses. Donc, c'est d'y aller dans la créativité, de dire qu'est-ce que j'ai à contribuer. Et c'est merveilleux de voir comment, tu sais, appelons ça comme on veut, le monde, l'univers, la vie répond à ça et s'arrange, conspire pour que tout autour suive. Tu sais, c'est l'idée que si la vie, c'est une rivière, mais quand on fait du rafting, on s'en va dans le sens du courant, là où le bateau nous mène, au lieu d'essayer de ramer à sens contraire, puis de s'ostiner à dire « Non, c'est pas vrai, moi je m'en vais là-bas ». Ben non, si la rivière t'amène, ben vas-y, tu sais, puis de s'enlever un peu de notre propre chemin. On dit souvent qu'on est notre pire ennemi. Fait que dans les projets que j'ai développés après mon Sweat Lodge, c'était de dire, ça j'y crois, même si il n'y a pas d'argent, ça n'a pas de bon sens, entre guillemets, de manière traditionnelle, ça va fonctionner. Puis ensuite, c'est de voir le résultat. C'est comme si tu fais un gâteau, puis tu le mets au four, puis tu sais pas trop, puis à un moment donné, tu dis « Ah, j'ai réussi, ça fonctionne ». Fait que c'est un peu un test que je faisais de cette façon-là de voir les choses. Et pour moi, en tout cas, ça a été vraiment un succès différent. Tu sais, un succès plus à ma mesure dans ce que j'ai besoin. C'est plus nécessairement les gros shows prime time ou c'est ma petite émission de radio du midi. Je suis bien contente. Ça me permet de venir jaser de lecture avec vous autres. Ça me permet de vivre autre chose, de connecter autrement avec les gens. Et c'est parfait pour moi. Puis je me dis, chaque personne étant différente, ben chacun son chemin. Mais du moment qu'on a le feu allumé, on arrive à bon port. Si tu me permets, Marc-Claude, on s'arrête et au retour, on continue de parler de 180 degrés. Merci.